Nous sommes à Paris, dans la nuit du mercredi au jeudi 20 janvier. Le photographe René Robert, sorti marcher innocemment, fait une mauvaise chute et perd connaissance en plein milieu de la rue. La suite, vous la connaissez probablement. Le monsieur va passer non pas une, non pas deux, mais 9 heures dans le froid, sans pouvoir bouger ni se lever, en se vidant de son sang petit à petit. Il sera retrouvé à 6h30 par un SDF qui appellera les secours avec un traumatisme crânien et un état d'hypothermie avancé. État d'hypothermie qui aura malheureusement raison de lui. Dans ce contexte, une question se pose. Comment est-ce possible qu'un homme ait passé 9 heures au sol à se vider de son sang dans une des rues les plus animées de la capitale? Simple indifférence de la part des gens? Gros quiproquo ou encore incapacité des individus à faire preuve de discernement? Cet événement met en exergue un mal qui ronge notre société de l'intérieur. Et il faut que nous en parlions pour ne pas le laisser sévir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Déconstruction. Le format fait pour vous inviter à la réflexion. J'ai pu lire dans le cadre de cette affaire que la mort de René Robert était en grande partie due à notre tendance individualiste, plus globalement à une tendance individualiste qui touche la société dans son ensemble. J'ai aussi pu entendre que tout relevait de l'indifférence des gens vis-à-vis de ce qui ne les touche pas directement, ce qui rejoint le premier point. Alors oui, probablement, il y a sûrement un peu de tout ça. Probablement que l'indifférence des gens a pu contribuer à la mort du photographe. Probablement que la tendance de fond individualiste de notre société a pu contribuer à sa disparition. Mais j'aimerais aller plus loin. En effet, la tendance individualiste des Français, ou plus précisément des Parisiens, ou d'une grande partie d'entre eux, ainsi que leur indifférence liée à l'habitude qu'ils ont de voir des personnes au sol, nous en reparlerons, ne suffisent pas à expliquer ce drame. D'après moi, il y a quelque chose de bien plus grave encore derrière ça. Si les Parisiens, les provinciaux et même les touristes qui sont passés devant René Robert et qui ne se sont pas arrêtés pour chercher à en savoir plus sur son état de santé, c'est pour la raison suivante. Ils ne cherchaient pas à en savoir plus. Tout simplement. Mais qu'est-ce que c'est que cette évidence ridicule? Vous arrivez toujours au bon moment, vous. Surtout quand vous dites des conneries, oui. Un peu de tenue, voyons. Laissez-moi développer mon propos. À mon sens, ce drame relève plus d'un manque terrible de curiosité que d'une tendance individualiste. Pour être plus précis, il relève plus d'une incapacité à aller au-delà des apparences, ce qui rejoint un peu le concept d'indifférence. Dites-nous en plus, je vous prie. Résumons rapidement. Nous savons que René Robert a fait un malaise dans la soirée et est donc tombé en plein milieu de la rue de Turbigo, en plein centre de Paris. Dans ce contexte, nous pouvons imaginer qu'un bon nombre de personnes sont passées devant lui entre le moment où il est tombé et le moment où il a été retrouvé, autour de 6 h du matin le lendemain. Maintenant, pensez-vous que toutes les personnes qui sont passées devant lui étaient foncièrement individualistes? Bah oui, si personne n'est venu à son secours, c'est parce que les gens se fichaient complètement de son état. Eh bien je pense que c'est là que vous vous trompez. Déjà, il se peut que des gens ne l'aient pas vu. Aussi, il se peut qu'un bon nombre de personnes n'aient pas vu de sang sortir de son crâne. Mais surtout, que dites-vous du fait que ces personnes aient tout simplement pu faire un énorme raccourci? Que pensez-vous de la possibilité, qui est quand même assez importante, que les gens n'aient simplement pas essayé d'aller au-delà des apparences? Si vous voyez quelqu'un assis ou allongé dans la rue, il y a fort à parier que si vous n'y prêtez pas vraiment attention, vous vous ferez à l'idée, sans même y réfléchir, que ce quelqu'un est un vagabond probablement. De la même manière, si vous tombez nez à nez avec un individu armé, avec des armes à la main, prêt à vous tuer, il est très probable que vous envisagiez le fait que cette personne est là pour vous faire du mal. Ce n'est peut-être pas le meilleur exemple ça. Peut-être, mais l'idée est là. Nous fonctionnons tous par raccourcis et associations, qu'elles soient pertinentes ou douteuses. Dans une ville comme Paris, cette tendance à faire des raccourcis constitue même une protection potentielle à l'égard des pickpockets, des agresseurs, des vendeurs en tout genre, et notamment des SDF, qui ne nous veulent aucun mal en soi. Mais ils sont tellement nombreux dans les rues de la capitale que les accepter comme faisant partie du paysage est presque une nécessité pour ne pas se laisser emporter par sa sensibilité. Alors bien sûr que tout le monde aimerait que les SDF ne soient plus là. Or, ils sont bien là. Et la misère est monnaie courante dans certains coins de Paris. Par conséquent, fonctionner par raccourci nous permettant de nous éviter tristesse et culpabilité face à ces pauvres personnes est une protection indéniable contre nos propres maux. C'est une sorte de déni protecteur, quoi. Exactement. Et à tort ou à raison, que ce soit triste ou non, c'est un fait. Et ceux qui vivent à Paris savent exactement de quoi je parle. Mais revenons au cœur de notre sujet. Si j'ai effectué cette petite digression, c'est pour vous illustrer au mieux le rôle des raccourcis dans ce genre de situation. Mais ne fonctionner qu'avec des raccourcis, c'est aussi dangereux. Et c'est ce que nous allons voir avec la mort de René Robert.
Qui aurait dépassé ses croyances préétablies aurait pu porter secours au photographe. Qui aurait fait preuve d'un minimum d'esprit critique aurait sans doute pu le sauver avant qu'il ne soit trop tard. Notre obstination à persévérer dans des jugements hâtifs tue. Et la mort du photographe en est un bon exemple. Voilà donc le problème que met en avant cette affaire, selon moi. Une grande partie des individus ne tentent jamais d'aller voir plus loin que ce que leur dit leur inconscient. Inconscient modelé par ce qu'ils ont l'habitude de voir, d'entendre et de constater. Par ce fait, ils en arrivent à agir sans conscience, ou sans suffisamment de conscience pour se poser les bonnes questions au bon moment, tel qu'ils auraient pu le faire en voyant le monsieur au sol. Qu'est-ce qu'il fait là? Suis-je sûr qu'il va bien? Qu'il n'a pas de problème grave? Etc. Bien sûr, je le répète, les Parisiens, et certains touristes d'ailleurs, sont habitués à voir des personnes couchées dans la rue. Ils sont habitués à une certaine forme de misère publique. De fait, il n'est pas très étonnant de constater qu'ils ne se sont pas arrêtés, puisqu'en voyant le photographe au sol, ils se sont probablement dit « encore un énième clochard alcoolisé ou drogué ». L'habitude de la misère et du malheur mène d'ailleurs à une indifférence face à ce genre de faits, qui sont pourtant graves, et ne devrait pas être monnaie courante. L'habitude de la misère et du malheur amène même à une forme d'insensibilité face aux galères des plus démunis, ce qui n'est pas bon pour le développement de l'humanité. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'effet même de notre manque de curiosité, d'analyse de ce qui nous entoure. Et dans le cas où cela provoque des morts, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un vrai problème dans notre attitude. Ne va-t-on pas le sauver parce qu'on s'arrête à l'image qu'on se fait de la situation fausse? L'image fausse. Ne va-t-on pas le sauver car on se dit « oh ça va, quelqu'un va bien le faire de toute façon ». Quelle erreur! La société harmonieuse dont tout un chacun rêve à sa façon n'adviendra pas si nous agissons de la sorte. Sauf si la société harmonieuse dont on rêve se veut sans pitié avec les plus démunis. Mais dans ce cas-là, est-ce vraiment une société harmonieuse? Bref, se contenter des apparences n'a rien de bon, quelle que soit la chose dont on parle. Ah, vous vous trompez, cher monsieur. En effet, ne vaut-il pas mieux se contenter des apparences des choses de notre monde, au risque de finir éternellement malheureux et frustrés, si nous cherchons à tout prix leur essence? Eh bien, je vous laisse y réfléchir. Vous avez 4 heures. Je disais donc que se contenter des apparences n'a rien de bon. Pourquoi? Car cela biaise notre esprit et nous amène à louper un pan énorme de possibilités. Cela tend même à créer des conflits entre nous et nous-mêmes, entre nous et nos proches, entre nous et les individus qui forment la société. Et accessoirement, cela peut contribuer à la mort d'innocents. Comme très bien dit par le renard de Saint-Exupéry dans son chef-d'œuvre Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Les yeux ne vous apporteront rien si ce qu'ils perçoivent ne passe pas par votre esprit, par votre raisonnement émotionnel, si l'on voulait inventer une figure assez rigolote. Suivre son cœur ici, c'est aller au-delà de la simple image, qui n'est qu'un condensé de lumière après tout. Vous voyez un clochard en train de dormir par terre? Moi, je vois un semblable qui m'a l'air mal en point. Alors je m'interroge. Bien sûr, les apparences nous servent. Se contenter d'elles et effectuer des raccourcis nous économise de l'énergie et nous évite bien des ennuis. C'est certain. Mais il me semble que les humains font preuve de plus de discernement que ça. Tout du moins, cette habitude de juger les choses est propre à l'homme. Et nous avons quasiment tous pour vocation d'exceller là-dedans. Pour faire du discernement une habitude, ce n'est pas très compliqué. Imaginez, vous marchez près de votre domicile, en plein milieu de la ville la plus animée de France. Lorsque soudain, vous tombez sans même vous y attendre. Crac! Votre crâne s'ouvre, vous êtes au sol. La douleur de votre tête qui commence à se vider de son sang contre le bitume se fait sentir petit à petit. Des picotements et des sensations gênantes émergent dans vos épaules, dans vos jambes, dans votre dos. Vous essayez de crier de douleur, mais aucun mot ne sort de votre bouche. Après quelques minutes passées dans cette position, vous commencez à sentir l'air froid du sol contre vos joues. Votre nez se fait agresser par les mauvaises odeurs de ce sol qui n'a pas été nettoyé depuis des années. Vous entendez des gens passer, vous voyez leurs ombres et leurs mouvements même. Vous les entendez parler, rire. Vous arrivez presque à entendre leurs discussions. Ils sont nombreux, certes, mais personne ne s'arrête pour vous porter secours. Alors, le crâne ouvert, le corps de plus en plus pauvre en sang, le froid commençant à vous ronger, vous laissez échapper quelques larmes, pris par la détresse face à laquelle vous ne pouvez résister à ce moment-là. Après des heures passées ainsi, entre conscience et inconscience, vous réalisez que les individus présents dans la rue sont de moins en moins nombreux. Quelle heure est-il? M'a-t-on vu? Quand est-ce que les secours arriveront? Qui va prévenir ma famille?
vous n'avez pas de réponse. Et à vrai dire, vous n'en aurez jamais. Le corps totalement immobile, seul face à votre esprit encore en mouvement, vous commencez alors à sentir une douleur nouvelle. Une douleur nouvelle est bien pire que toutes vos douleurs physiques réunies, celle de la solitude. Non pas la solitude désirée par tout un chacun à certains moments de la journée, ou encore la solitude saine dans une juste mesure. Je vous parle de la solitude subie, celle du rejet, de l'abandon par la société, la pire douleur à laquelle l'homme puisse être confronté. Le néant, l'indifférence totale face à votre mort, que vous savez d'ores et déjà imminente. Alors que faire? Vous ne pouvez qu'attendre la fin, car même le sommeil ne vient pas. Vous êtes seul, au milieu d'une rue fréquentée par des milliers de personnes chaque jour. Et ça, c'est en partie parce qu'aucune des personnes qui vous a vu au sol n'a fait l'effort de casser la barrière des apparences. Vous mourrez dès lors, dans la pire des situations possibles. Car ce n'est pas votre chute qui vous a tué, mais bel et bien la négligence implacable de vos pères. Grâce à un vrai travail sur votre manière d'interpréter le monde qui vous entoure, vous pouvez rejoindre les individus qui ne se satisfont pas des images, qui cherchent à voir plus loin que ceux face à quoi tous s'arrêtent. Alors à ce stade, vous vous demandez peut-être, mais par où puis-je commencer ce travail? Je vous répondrai par la compréhension et l'utilisation du concept de doute. Dépassez donc les apparences, sinon c'est elles qui vous dépasseront.